Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, la visite du président rwandais Paul Kagame en Algérie et son entretien avec le président Bouteflika. Réalisation en cours d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant l'Est à l'Ouest du pays. Jean-Marc Todeschini à Sétif pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. En France, explosion de 500% des actes anti-musulmans enregistrés au premier trimestre 2015. Yémen, raid sur la capitale, rejet d'un plan de paix iranien. Nous débutons avec les actualités nationales. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la commémoration du 60e anniversaire de la conférence afro-asiatique de Bandung et au sommet afro-asiatique qui se tiendra à Jakarta, en Indonésie. En réponse à l'invitation qu'il a reçue du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a chargé le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, de le représenter à la commémoration du 60e anniversaire de la conférence afro-asiatique de Bandung en 1955 et au sommet afro-asiatique qui se tiendra à Jakarta sur le thème du renforcement de la coopération sud-sud pour la promotion de la paix et de la prospérité, précise de la même source. L'Indonésie organise du 19 au 24 avril à Jakarta et à Bandung, sur l'île de Java, une cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la conférence afro-asiatique il y a 60 ans. La ville de Bandung accueillait cette conférence qui condamna le colonialisme et se rallia au principe du neutralisme. Environ 109 pays d'Asie et d'Afrique, 17 pays observateurs et 25 organisations internationales ont été invités à participer à cette cérémonie de célébration. Enfin, 30 chefs d'État ont confirmé leur participation. Toujours sur la diplomatie, le président rwandais Paul Kagame, accompagné du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, s'est rendu dimanche au sanctuaire du martyr à Alger, où il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs. Lundi, il s'est entretenu avec le président Bouteflika. M. Kagame a par la suite visité le musée national du Moudjahid, où des explications lui ont été fournies sur les différentes étapes historiques de l'Algérie, notamment la guerre de libération nationale avant de procéder à la signature du registre d'or. Un cadeau symbolique lui a été remis à cette occasion par le directeur du musée. Pour rappel, le président rwandais est arrivé dimanche après-midi à Alger pour une visite d'État de 3 jours, à l'invitation du président de la République. Cette visite sera l'occasion pour les deux pays qui partagent des liens traditionnels d'amitié et de coopération de procéder au plus haut niveau à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun, notamment africaines. Les discussions permettront aux deux parties d'identifier les voies et moyens de promouvoir leurs échanges et leur coopération dans tous les domaines, y compris avec le concours de leurs opérateurs économiques publics et privés, avait ajouté la même source. Le ministre des Travaux publics Abdelkader Kadi s'est entretenu dimanche à Alger avec le secrétaire général du ministère brésilien des Relations extérieures, Sergio Franca Danese, sur la nécessité de renforcer et de développer la coopération et le partenariat dans le domaine des travaux publics, indique un communiqué du ministère. Lors de l'entretien, les deux responsables ont souligné l'importance de l'échange d'expériences et d'expertise, notamment en matière de formation, de construction des routes et de réalisation de grands ouvrages d'art, saluant les bonnes relations de coopération qui lient les deux pays, ajoute le communiqué. À cette occasion, M. Franca Danese s'est félicité de la confiance et des relations étroites unissant les deux pays, exprimant la disponibilité de son pays à établir un partenariat fort pour encourager les compagnies brésiliennes à contribuer à la réalisation de grands projets prévus en Algérie. Inauguré en juillet dernier, le méga pont Salah Bey de Constantine a été réalisé par une société brésilienne. Une ligne ferroviaire à grande vitesse devant relier l'Est à l'Ouest du pays est en cours de réalisation dans la partie nord, a annoncé dimanche à Sidi Bel Abbès le ministre des Transports Amar Roul, qui était en inspection du projet de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Oued Tlelet à Tlemcen.
Le ministre des Transports vise à concrétiser une ligne nord s'étendant des frontières est vers celles de l'ouest du pays, avec une vitesse allant jusqu'à 220 km/h, a précisé M. Roul en marge d'une visite de travail dans la wilaya, marquée par l'inspection de plusieurs infrastructures relevant de son secteur. Le ministre a indiqué que la concrétisation de la ligne nord s'effectuera par tronçon selon des techniques modernes et conformément aux recommandations de l'Union internationale des voies ferrées. Ce réseau ferroviaire du Nord a pour objectif de moderniser le secteur des transports et de développer le transport des marchandises, en plus de la promotion du tourisme, a ajouté le ministre. M. Roul a aussi fait part de l'ambition de son secteur d'atteindre 12 500 km de réseau ferroviaire à l'horizon 2025, se félicitant que les projets enregistrent un bon rythme. Il a annoncé également le projet de réalisation de la ligne ferroviaire reliant les wilayas de Sidi Bel Abbès et d'Ain Tamounchent sur 60 km, qui sera étendue ensuite à la région nord de la Daïra de Bni Saf, signalant que ce projet est à l'étude. Côté justice, le procès de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest a été ajourné et reprendra le 26 avril, a annoncé dimanche le président du tribunal criminel d'Alger, à l'issue de plus d'une demi-heure de délibération après le retrait des avocats du principal accusé, Chani Medjoub. Les avocats de Chani Medjoub se sont destitués de sa défense et retirés de ce procès après avoir constaté que le tribunal n'avait pas répondu à leur demande. Ils récusent dans sa totalité la procédure judiciaire dans l'instruction de ce dossier et demandent la nullité des actes préparatoires de ce procès, a indiqué à la presse un membre de ce collectif qui a menacé de se retirer si le tribunal n'accède pas à leur demande. En outre, le collectif de la défense reproche au tribunal de n'avoir pas communiqué dans les détails, 3 jours avant le procès, la liste complète des témoins. À l'appel du président au début de la séance, 12 témoins sur les 27 inscrits dans le rôle de cette affaire sont absents. Chani Medjoub, dans une intervention qui a imposé le silence dans la salle, avait déclaré « Je peux me défendre tout seul, je n'ai pas besoin de ces avocats qui ne servent à rien », a-t-il dit, les larmes aux yeux après avoir raconté les conditions de son arrestation. « Mon client attend depuis 5 ans d'être jugé et je ne suis pas, comme d'autres avocats, d'accord avec le report du procès », a indiqué le défenseur d'un des 15 accusés dans ce dossier qui tient en haleine l'opinion publique. Le président du tribunal criminel d'Alger, après avoir tenté de convaincre Chani Medjoub qu'il ne peut se défendre dans une affaire criminelle qui requiert la défense d'un prévenu, même commise d'office dans les cas extrêmes, a décidé d'ajourner ce procès et le programmer pour dimanche prochain, après une longue délibération. Sur les relations algéro-françaises, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, accompagné du ministre des Moudjahidines Tayeb Zitouni, a rendu dimanche un hommage aux victimes algériennes du massacre du 8 mai 1945 de Sétif, Guelma et Kharrata, qui avait fait des milliers de morts il y a 70 ans. Premier responsable gouvernemental français à se rendre à Sétif, à 300 km à l'est d'Alger, Jean-Marc Todeschini a déposé une gerbe de fleurs devant le mausolée de la première victime de la répression du 8 mai 1945, Saal Bouzid. Cette visite s'inscrit dans une démarche d'amitié, de respect et dans le souci de continuer à appréhender notre mémoire commune de manière apaisée, a déclaré M. Todeschini. Ce massacre reste l'une des pages les plus sombres de l'Algérie française. Alors que la France célébrait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, les festivités tournèrent au drame à Sétif, Guelma et Kharrata, où des nationalistes défilèrent, drapeau algérien à la main. La répression des manifestants, considérés comme les prémices de la guerre d'indépendance 1954-1962, fit plusieurs milliers de morts, victimes de la police, de l'armée ou de milices de colons. Accompagné de Tayeb Zitouni, Jean-Marc Todeschini expliquait avoir débuté son voyage mémoriel en Algérie par Sétif, en cette année du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, au nom de l'amitié franco-algérienne. Après Sétif, où il s'est promené dans les rues, buvant quelques gorgées d'eau à la fontaine Ain el-Fouara, emblématique de la ville, M. Todeschini devait se rendre à Mars el-Kébir pour commémorer le 75e anniversaire de l'attaque de la marine française par la marine britannique en juillet 1940, peu après la signature de l'armistice franco-allemand avec le Troisième Reich. Le travail est intervenu avant le 8 mai, non pour éluder les commémorations officielles algériennes, mais pour des raisons d'agenda, selon l'entourage du ministre. Sur le plan international, l'Union européenne a admis lundi qu'elle devait enfin prendre à bras le corps la question des migrants en Méditerranée, où un navire transportant plus de 300 personnes a sombré au lendemain d'un autre naufrage qui fait craindre des centaines de morts. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, avait déclaré que l'Union européenne n'avait plus d'alibi avant une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur de l'UE. Les tragédies de ces derniers jours, de ces derniers mois, de ces dernières années, c'en est trop, a-t-elle martelé. La nouvelle du chavirement du chalutier dimanche au large de la Libye, avec potentiellement 950 personnes à bord selon un survivant, a choqué le monde entier.
Mais l'urgence est devenue encore plus évidente après que l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé à la mi-journée avoir reçu un appel à l'aide d'une personne affirmant que son navire, avec 300 personnes à bord, était en train de couler dans les eaux internationales. Selon l'OIM, les gardes-côtes n'ont pas les moyens de les secourir car ils manquent de ressources en raison du naufrage d'un chalutier au large de la Libye. Probablement lorsque ses occupants se sont précipités du même côté en apercevant un cargo portugais venu leur porter secours. Seuls 24 corps et 28 survivants ont pu être repêchés alors que le chalutier de 20 mètres était capable de transporter plusieurs centaines de personnes, selon les gardes-côtes italiens. Les dépouilles des victimes ont été débarquées lundi matin sur l'île de Malte. Les rescapés sont attendus plus tard dans la journée à Catane, en Sicile. En France, jamais l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie n'avait recensé autant de violences depuis sa création en 2011. 222 actes anti-musulmans visant la communauté musulmane, agressions physiques, attaques contre des lieux de culte, menaces, ont été recensés au premier trimestre 2015, soit une augmentation de 500%. L'Observatoire contre l'islamophobie évoque une explosion après les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier. Agressions, tags sur des mosquées, injures sur les réseaux sociaux, les actes contre les musulmans ont explosé en France depuis les attaques de janvier dernier. Au premier trimestre 2014, 37 actes anti-musulmans avaient été recensés selon le Conseil français du culte musulman. Le décompte, effectué sur la base des plaintes et des mains courantes remontées au ministère de l'Intérieur, est de 178 actions et menaces pour le seul mois de janvier 2015, dans la foulée des attentats de Paris. Il y en a eu 18 en février et 26 en mars. Selon Abdallah Zakri, délégué de la Grande Mosquée de Paris, les attaques de janvier contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher ne peuvent en aucun cas justifier ce sommet de haine ou de vengeance à l'égard des Français de confession musulmane qui ne sont ni responsables ni coupables des actes terroristes commis par des islamistes criminels. Ces actes anti-musulmans se sont traduits par des agressions violentes à l'égard d'hommes et de femmes dont certaines enceintes, détaille le responsable. Et c'est la première fois qu'il a été enregistré des jets de grenades ou des tirs par arme à feu. Pour le reste, il s'agit des actions contre les lieux de culte, dégradation de commerces appartenant à des Français de confession musulmane ou inscription de tags nazis par des apprentis nazillons qui passent leur temps à fleurir les murs de nos mosquées, se désole le président de l'Observatoire. En Égypte, un tribunal a confirmé lundi les condamnations à mort de 22 partisans de l'ex-président Mohamed Morsi pour l'attaque d'un commissariat durant laquelle un policier a été tué. Ces condamnations interviennent la veille du premier verdict attendu contre M. Morsi, accusé d'incitation au meurtre de manifestants de l'opposition en décembre 2012, au moment où il était au pouvoir. Un tribunal de Gizeh, au Caire, a rendu son verdict lundi après avoir soumis au mufti de la République ses condamnations à mort prononcées le 18 mars. L'avis de cette autorité religieuse doit être sollicité pour les peines capitales, mais il n'est pas contraignant. Dans cette même affaire, un mineur actuellement derrière les barreaux a été condamné à 10 ans dans un centre de détention juvénile. Depuis que M. Morsi a été destitué par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah Sisi, ses partisans sont la cible d'une répression sanglante. Des centaines de pro-Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes, qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente du monde. Mardi, devant un tribunal du Caire, M. Morsi répondra notamment avec 14 accusés, dont 7 en fuite, de la mort de 3 manifestants devant le siège de la présidence en décembre 2012. Ils sont accusés d'avoir organisé ou participé à la dispersion violente de la manifestation. Au Yémen, des fissures sont apparues dans le camp de la rébellion, mais les Houthis, accusés de lien avec l'Iran, ont promis de se battre jusqu'au bout contre l'agression sauvage menée selon eux par l'Arabie saoudite. 26 jours après le début de l'opération de la coalition arabo-sunnite, son aviation a frappé lundi une base de missiles à la sortie sud de la capitale Sanaa, provoquant de puissantes explosions dans des dépôts d'armes et de munitions, selon des témoins. Coup sur coup dimanche, le commandement militaire de la plus vaste province du Yémen a annoncé le ralliement de 25 000 soldats au président Abdrabbuh Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, et un parti jusqu'ici allié aux Houthis a déclaré soutenir l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu. Cependant, dans un discours télévisé, le jeune chef de la rébellion Abdelmalek el-Houthi a affirmé que le peuple yéménite ne cédera jamais face à l'agression sauvage menée par l'Arabie saoudite qui poursuit ses frappes aériennes pour stopper l'avancée des Houthis dans le sud. Abdelmalek Houthi s'en est pris violemment à Riyad et a rejeté les accusations de soutien militaire iranien à ses combattants. Téhéran n'a pas d'influence au Yémen, a-t-il assuré. Lundi, le ministre yéménite des Affaires étrangères en exil a rejeté toute médiation de l'Iran dans le conflit et a évoqué l'idée d'un plan Marshall arabe pour la reconstruction du pays une fois que la stabilité sera revenue.
Tout effort de médiation venant de l'Iran est inacceptable, car l'Iran est impliqué dans le conflit au Yémen, a déclaré Riyad Yassin. L'ONG Baraka City, association caritative basée sur des valeurs et préceptes islamiques qui aide les populations les plus démunies non seulement en France, en Afrique mais dans le monde entier, a été victime de propagande calomnieuse de la part de la chaîne d'information LCP qui a associé des images de leurs actions humanitaires à un reportage sur le terrorisme. Sur LCP, un reportage de grand écran, Djihad 2.0, a été fait dénonçant les réseaux terroristes qui se créent notamment sur Internet. Les journalistes de LCP ont rassemblé un certain nombre d'images qui ont été diffusées par les terroristes eux-mêmes. La grosse erreur de la chaîne est d'avoir inclus une image de l'association Baraka City en pleine action et plus particulièrement de son président. Cet odieux montage, orchestré par la LCP, vise en fait à discréditer l'islam. L'image des musulmans est utilisée sans gêne pour distiller ce poison qu'est l'islamophobie. L'augmentation du nombre d'actes anti-musulmans a continué en février, plus 80%, et mars, plus 100%, dans des proportions toutefois moins spectaculaires. La publication de ces chiffres s'est faite à la veille de la présentation par Manuel Valls du plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vendredi, le Premier ministre Manuel Valls doit présenter le plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dont les associations attendent beaucoup. Insolite. Alors qu'un séisme a secoué Taipei, la capitale taïwanaise, ce lundi, cette catastrophe naturelle aurait été prédite par une centaine de dauphins voilà 10 jours qui se sont échoués sur une plage. Pour les Taïwanais, c'est certain, le dauphin peut flairer l'arrivée de prochaines secousses. Ce lundi, à 10h43, le pays a été frappé par un tremblement de terre de 6,6 sur l'échelle de Richter, à 71 km des côtes est de Taïwan. Il était susceptible d'entraîner une montée d'eau d'1 mètre sur des îles de l'archipel d'Okinawa, dans l'extrême sud du Japon. Chose étonnante, l'animal marin aurait prédit l'événement. Le 10 avril, 10 jours avant le séisme, près de 160 dauphins d'électre s'étaient échoués sur la côte pacifique du Japon. Il s'agissait visiblement d'animaux revenus vers la plage après avoir été remis à la mer par des secouristes, explique un fonctionnaire japonais, cité par l'AFP. La piste d'une infection parasitaire avait été évoquée, mais d'autres se demandent désormais si la survenue imminente d'un tremblement de terre ne pourrait pas être une explication plausible à l'échouage de ces dauphins. Il y a 7 jours, Toshiaki Kishiro, chercheur au National Research Institute of Far Seas Fisheries, avait émis cette hypothèse. C'est possible, mais il n'existe pas de preuves solides pour confirmer cette théorie, avait déclaré le spécialiste. Les faits semblent lui donner raison. Très prochainement, le Japon devait connaître de nouveaux séismes. Situé à la jonction de 4 plaques tectoniques, le pays enregistre chaque année environ 20% des séismes les plus violents recensés sur la planète. Reste à savoir si de nouveaux dauphins vont s'échouer pour prévenir l'homme. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.